Le rassemblement inédit des 400 préfets et procureurs de France pour afficher la volonté de lutter contre la violence. Question au cœur des débats, l'efficacité des procédures. Enquête sur un cas concret, le coup de filet contre le vol à la portière à Strasbourg. On fera le point une semaine après. La rentrée des petits, maternelles et primaires, là encore sans histoire, coup de projecteur sur l'apprentissage des langues vivantes dès le CM1. Moulinex vers un dépôt de bilan, les actionnaires, pas plus que les banques, ne souhaitent financer le plan de restructuration sauf coup de théâtre. L'information sera confirmée demain. Un procès obscurantiste en Égypte, 52 homosexuels sont poursuivis par la Cour de sûreté de l'État. Le Caire veut faire un exemple, notre envoyé spécial sur place. Il est au centre des débats de la rentrée, ralentissement économique, mondialisation, licenciement 35 heures. Laurent Fabius est l'invité d'Olivier Mazerolle et d'Alain Duhamel. Question ouverte juste après ce journal. Bonsoir à tous et merci de votre attention à propos de la violence. Et avant de développer ces titres, l'hommage de Béziers à Jean Farret, le chef de cabinet du maire, tué dimanche dernier. Ses obsèques étaient célébrées ce matin. Beaucoup de monde et beaucoup d'émotions. Fanny Auvergne, José Boulestex. Les policiers municipaux accompagnent une dernière fois celui qui fut leur patron. Jean Farret, chef de cabinet du maire, chargé de la sécurité, abattu de 12 balles dimanche dernier par un forcené. Autour de la famille du défunt, tous les élus locaux et plus de 2000 personnes sont réunies pour lui rendre un ultime hommage. Le maire démocratie libérale Raymond Couder ouvre la cérémonie avec un discours dur, un texte de colère. Tu as été lâchement assassiné dimanche matin, victime de ceux qui n'aiment pas Béziers, qui n'aiment pas la France, qui ne reconnaissaient pas la loi. Toi qui aimais Béziers, qui aimais la France, qui défendais la loi. La ville est en deuil et tous les commerçants ont baissé leur rideau de fer. L'imam a tenu à être présent, lui qui condamne fermement les événements du week-end dernier. Tous les habitants, très choqués, protestent contre la montée de la violence. C'est inadmissible ce qui s'est passé, inadmissible. Donc il faut faire quelque chose. Je crois qu'il faut prendre des mesures, il faut de gauche ou de droite, il faut avoir de la sévérité. À la demande de la famille, aucun homme politique national n'est venu. Seul Bruno Maigret n'a pas respecté la consigne. Devant la cathédrale, les militaires rendent les honneurs à Jean Farret, ancien légionnaire. Après une heure de silence et de recueillement pendant les obsèques religieuses, la foule se disperse, chacun espérant connaître un jour la vérité sur cette course meurtrière. Et Jamel Haïtassou, qui avait accompagné le forcené au début de la soirée de dimanche, a été mis en examen et écroué la nuit dernière pour détention d'armes et recel. Dans l'affaire du 18e arrondissement hier, l'auteur du triple meurtre a été transféré aujourd'hui à l'Institut psychiatrique de la préfecture de police de Paris. C'est ce qu'on apprend de sources judiciaires. Voici donc l'image censée résumer la mobilisation du gouvernement contre l'insécurité. Tous les préfets et les procureurs du territoire rassemblés à la Sorbonne, à Paris, par la garde des Sceaux Marie-Lise Lebranchu et Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur. Daniel Vaillant qui se défend de toute arrière-pensée politique. Mais chacun avait en tête ce chiffre. Les crimes et délits ont augmenté de près de 10% au cours du premier semestre 2001. Alors pourquoi réunir préfets et magistrats? Eh bien notamment parce que la police se plaint souvent du fait que les délinquants seraient relâchés après leur interpellation. Alors qu'en est-il vraiment? Nous avons voulu revenir sur une affaire récente, celle de Strasbourg. Une bande de voleurs à la portière a été arrêtée la semaine dernière. Où en est-on? Quel est le suivi? Reportage Jérôme Soulard, Sylvain Gauthier. Dans le jargon policier, voici ce qu'on appelle un flagrant délit. Sur ces images tournées à Strasbourg par la police, il y a donc des voleurs à la roulotte, piégés maintes fois par la caméra. Mais il y a aussi les guetteurs, les complices, toute une organisation à comprendre. Pour identifier ces délinquants, 11 policiers ont planqué pendant 2 mois, jour et nuit, caméra au point. La collaboration avec la justice s'est faite sans problème. Résultat positif, toute la bande est aujourd'hui sous les verrous, et pour longtemps. La chaîne judiciaire a parfaitement tenu, de la constatation des infractions, le rassemblement des preuves et la présentation des auteurs à la justice. Et je crois qu'ici à Strasbourg, bon, c'est une habitude de travail que nous avons au quotidien, mais ce n'est pas un événement exceptionnel en soi. À Strasbourg, police et justice travaillent donc main dans la main. Mais pour d'autres faits de délinquance comme les voitures brûlées, impossible de déployer durablement de tels moyens matériels et humains. Pour les syndicats, le vrai problème, c'est le manque de personnel.
Il y a deux principaux problèmes, c'est le manque de magistrats, plus le manque de policiers, plus la loi sur la présomption d'innocence qui oblige à procéder à nombreux actes ne nous permettent pas de faire des opérations telles que nous avons connues d'une façon plus régulière. Gros problème pour les policiers, la loi sur la présomption d'innocence. Depuis son application, les interpellations et les gardes à vue ont baissé. Résultat, un sentiment d'impunité qui se développe chez les mineurs délinquants. Une situation vécue très difficilement sur le terrain par les fonctionnaires de police. Oui, c'est bien pour les mineurs que la justice semble le plus souvent désemparée. Je vous invite à suivre ce soir dans Envoyé spécial le reportage de Didier Guyot et Philippe Évêque. Ils ont suivi le travail du tribunal pour enfants de Lyon, extrait avec ce face-à-face entre les magistrats et un délinquant. La justice accuse Moumine d'avoir racketté un adolescent et à la maison d'arrêt, il aurait menacé un surveillant. Je dois dire que vous êtes bien connu du tribunal pour enfants. Aujourd'hui, combien de dossiers? 43. Oui. Combien de condamnations? 38 ou 39. Le passé est lourd, mais particularité de la justice des mineurs, les magistrats étudient l'évolution de Moumine. Il a mûri. Son éducateur est le témoin de ce changement. Depuis le mois de janvier, on continue à parler de Moumine en termes positifs. Il participe aux activités scolaires, il participe aux activités sportives, culturelles. Place à l'éducatif. Le procureur de la République se veut également optimiste. Avec monsieur, on est dans un tunnel et puis on essaie de voir cette lumière. Et le problème, c'est que le tunnel est très long et jusqu'à présent, personne ne l'a vu, cette lumière. Et je crois que c'est seulement lui qui a la réponse. 1h30 de débat, une demi-heure de délibération et le verdict tombe. Le tribunal vous déclare coupable et prononce une peine d'1 mois d'emprisonnement. 1 mois de prison avec sursis, plus un 2e mois pour la 2e affaire, 40e condamnation pour Moumine. On peut s'interroger sur l'efficacité de ces mesures à répétition. Mais le tribunal veut encore garder espoir. Oui, à suivre donc ce soir à partir de 21h. Toujours à propos de violence, la condamnation à 3 ans de prison avec sursis du policier qui avait tué accidentellement un jeune du quartier du Mirail à Toulouse après un vol de voiture. C'est à peu près ce qu'avait réclamé le quartier, un jugement accueilli par des cris de colère dans la salle d'audience. La mort du jeune homme avait provoqué plusieurs jours d'émeutes dans ce quartier de Toulouse. Et puis sachez que dans le quartier du Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie, les enseignants ont organisé une journée morte en ce jour de rentrée, précisément pour protester contre l'insécurité. La CFDT et les médecins du quartier ont appuyé ce mouvement. La rentrée précisément pour 6 536 000 écoliers, après les collégiens et lycéens hier, c'est un peu moins que l'an passé. La rentrée, toujours un moment poignant ou joyeux. Alors avant d'évoquer les innovations pédagogiques, nous avons choisi tout simplement d'écouter les enfants. C'est sans commentaire, parole de rentrée, sélection de Diego Garcia. On dirait un peu une prison. Merci maîtresse. J'ai un petit peu peur quand même. On a pris des trousses, des stylos, des crayons, un tas de trucs. Avoir une nouvelle maîtresse, ça change. Le classeur, des chemises, des feuilles. Regardez là. Le baron au-dessus de moi, tu vois. C'est la liste, même j'ai tout dans mon sac. Et toi alors, qu'est-ce que tu vas faire cette année? Je vais essayer de m'améliorer. Ah bon, pourquoi l'année dernière c'était pas... Si, c'était bien parce que j'étais première, mais je vais essayer de faire mieux. Ouais, beaucoup d'ambition. Et pour la première fois depuis qu'il est à Matignon, Lionel Jospin a aussi fait la rentrée des classes ici à Noisy-le-Grand avec Jacques Lang. Il a exprimé sa gratitude aux enseignants. Il s'est aussi souvenu de ses rentrées d'enfants, évoquant des classes harmonieuses et, je cite encore, des maîtresses profondément rayonnantes.
Vous le savez, pour la première fois cette année, les CM1 feront l'apprentissage d'une langue vivante. Ça commence de plus en plus tôt. L'anglais, mais aussi, par exemple, l'allemand. Reportage Hélène Hugues, Maxime Soulard. Guten Morgen, Fräulein Vacher. Guten Morgen, Herr Michaud. Wie geht's? Mir geht's gut. À peine rentré et déjà le ton est donné. L'école Pasteur de Roselaine n'a pas attendu les instructions ministérielles pour se mettre à l'heure européenne. Guten Morgen, Kinder. Depuis 10 ans déjà, le directeur s'efforce de communiquer sa passion pour la langue allemande à ses élèves de cours moyens. On peut visiter le monde, on peut voyager, on peut travailler dans des autres pays. Depuis cette année, l'enseignement d'une langue vivante est obligatoire en CM1 et CM2. Mais il n'existera pas de programme officiel avant l'année prochaine et les nouveaux professeurs d'école formés aux langues vivantes ne seront opérationnels qu'en 2003. Depuis que la réforme a été mise en route, depuis qu'on tente une généralisation en CM2 et CM1, eh bien ça m'a permis à moi de me remettre en cause, et justement pour me remettre en cause, je suis allé au Goethe-Institut de Düsseldorf pour suivre une nouvelle formation. Une démarche personnelle qui repose sur le bon vouloir des instituteurs. À défaut, les écoles primaires ont recours à des professeurs de collège ou à des assistants de langue vivante. Goodbye. Un mot enfin d'une rentrée particulière à Bucquois, près d'Arras, après la révélation de l'affaire de pédophilie. Une dizaine de personnes, dont un psychologue, un médecin et une infirmière, ont aidé le personnel à accueillir les enfants ce matin. Économie vers un dépôt de bilan donc pour Moulinex, la solution finalement la plus intéressante pour l'avenir de l'entreprise, aurait précisé le patron Patrick Puy aux salariés. Séverine Lebrun. Devant l'usine Moulinex d'Alençon. Dépôt de bilan, le mot était sur toutes les bouches. Ici, on sentait bien que le financement du plan social allait poser problème. A priori, c'est encore reparti pour un tour. On savait depuis quelques jours, on s'en doutait, que le conseil d'administration n'avait pas été bouclé, donc le financement n'était toujours pas là. Donc effectivement, on avait un peu des doutes sur la tenue réelle de cette réunion. Et la réunion du comité central d'entreprise a tourné court. Plus question de parler du reclassement des salariés. Le plan coûte trop cher, les actionnaires ne veulent plus le financer. Le PDG de Moulinex évoque même une éventuelle annonce de dépôt de bilan dès demain. Pour les salariés, c'est un autre combat qui commence. Ça va être quelque chose de très très dur à vivre. Je pense que l'angoisse va grandir de plus en plus. Je me dis moi aujourd'hui que jusqu'à maintenant on a toujours été solidaires tous les uns entre les autres. Mais demain j'ai l'impression qu'on va se sentir seuls face à notre problème. Ils seront pourtant tous là demain matin, à se serrer les coudes pendant le conseil d'administration, même si ici, l'espoir s'est définitivement éteint. Voilà, on entendra donc dans un instant la réaction du ministre de l'économie, Laurent Fabius. La crise du bœuf, nouvelle manifestation aujourd'hui, des abattoirs ont été bloqués. Tout à l'heure, Jean Glavany recevait les éleveurs venus avec leurs vaches, les importateurs et les représentants de la grande distribution, de la filière. Le ministre de l'Agriculture a déjà annoncé le financement d'une campagne de promotion du bœuf de 40 millions de francs. Il a également annoncé la création d'un observatoire des prix, mais pas d'aide directe aux éleveurs. La mobilisation continue. Plusieurs grandes surfaces pourraient être envahies demain dans le Pas-de-Calais. Il s'appelle Fox Bravo, actuellement utilisé pour les vols d'entraînement des équipages. Il est le premier Concorde français à avoir reçu son certificat de navigabilité. Bon pour le service. Reportage Stéphane Despinois, Sandra Resnikov. L'encre n'a même pas eu le temps de sécher ce matin dans les ateliers de Roissy. Je le fais passer, regardez-le. Et le perdez pas, oui. À peine restitué au Concorde Fox Bravo, le certificat de navigabilité s'échange précieusement. Les ingénieurs et les mécaniciens voient ainsi leurs efforts récompensés. 14 mois après la catastrophe de Gonesse, ce petit morceau de papier n'est autre que l'ultime étape avant la reprise des vols commerciaux. Fox Bravo est désormais autorisé à voler avec des passagers. Le certificat de navigabilité d'un appareil, c'est, si vous voulez, l'équivalent de la carte grise pour une voiture. C'est le document qui permet à l'appareil de voler, et il lui permet de voler parce qu'on ne le délivre que lorsqu'on a constaté
que l'appareil répondait à toutes nos exigences techniques. 2 autres Concorde sont en cours de modification, avec notamment la pose de Kevlar dans les ailes, car pour reprendre l'exploitation commerciale, Air France comme British Airways aura besoin de 3 appareils. Les supersoniques entameront leur 2e carrière d'ici novembre. Le Mandarum, cette fois, s'est fait terrasser par la dynamite. La statue à l'effigie du gourou cosmoplanétaire, comme il aimait à s'appeler, est tombée peu après 17 h. Olivier Théron, Hervé Pozzo. Dernier regard de béton du messie cosmoplanétaire Gilbert Bourdin. Les membres du Mandarum en transe rythmique depuis le matin espèrent un miracle. À 17 h 30, ce sont les artificiers qui ont le dernier mot. La statue de 1100 tonnes de béton bascule dans le vide. Il aura fallu 15 kilos de dynamite, des années d'efforts, de batailles juridiques pour remettre en cause le permis de construire et obtenir cette démolition sur ordre du préfet. Les militants écologistes sablent le champagne au pied de la statue renversée. C'est une grande victoire effectivement pour de la justice donc, sur le monde sectaire. C'est une victoire de notre association et de tous les militants qui sont battus pendant 10 ans. C'est aussi une victoire aussi pour les anciens adeptes qui ont beaucoup souffert dans cette secte-là, notamment les femmes qui ont déposé plainte pour viol. L'opération Messie cosmoplanétaire a coûté selon le préfet 1 million de francs. La difficulté sera maintenant de faire payer la secte. La fortune des homistes serait en grande partie au Liechtenstein, aux mains d'un avocat déjà impliqué dans des affaires de blanchiment d'argent. Les homistes, eux, comparent le dynamitage de la statue de Gilbert Bourdin à la destruction des Bouddhas par les talibans en Afghanistan. Quelques membres envisagent de demander l'asile religieux aux États-Unis. C'est la fin d'une secte. En Corse, un nouveau mort dans les rangs d'Armata Corsa. Après François Santoni, après Dominique Marcelli, c'est Nicolas Montigny qui a été tué par balle hier soir par 2 individus casqués dans le centre de Bastia. La justice privilégie l'hypothèse crapuleuse et Armata Corsa, dans un communiqué rendu public tout à l'heure, nie l'appartenance de la victime au groupe. Vous le savez, c'est dans le cadre précisément d'une enquête sur Armata Corsa que notre confrère Jean-Pierre Ray a été placé en garde à vue depuis plus de 3 jours maintenant. Une pratique qui semble se banaliser ces derniers temps et qui provoque une vive inquiétude chez les journalistes. Dominique Verdaillan. Tout de noir vêtu, Jean-Pierre Ray, photographe à l'agence Gamma, il a été interpellé chez lui lundi matin. Depuis, il est interrogé par les policiers de la division nationale antiterroriste. Au centre de cette garde à vue longue de 82 heures, une revendication d'Armata Corsa reçue par le journaliste en janvier dernier. La justice veut savoir dans quelles conditions il a reçu le tract. Jean-Pierre Ray n'est pas le premier journaliste à être placé en garde à vue. 5 en moins de 20 mois. La loi est pourtant sans ambiguïté. Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine. Au syndicat de la magistrature, on reconnaît que ces pratiques constituent une dérive. On est manifestement face à des pratiques qui visent à restreindre le droit à l'information et qui visent à restreindre en réalité la liberté d'expression. Au Canard enchaîné, on a connu les perquisitions, les écoutes satiriques. On considère que ces méthodes cachent des faiblesses. C'est quand même assez amusant de voir que la DNAT patauge lamentablement en Corse pour courir après les assassins de Saint-Santoni et que la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de mettre en garde à vue un journaliste pour essayer de le cuisiner lui. Ça veut dire qu'ils sont quand même, ils sont pas très bons. Remise en liberté ou mise en examen, le choix appartient au juge Bruguère. Dans le même temps, plusieurs journalistes se rassembleront devant le palais de justice pour soutenir leurs confrères. Et la Société des journalistes de France 2 qui dénonce des pressions et des intimidations appelle, comme d'autres, elle aussi, à manifester demain. Politique, François Bayrou a entamé aujourd'hui son tour de France à la rencontre des gens, dit-il. Première étape, Strasbourg. Le candidat à la présidentielle veut sillonner les 95 départements en 13 semaines dans ce bus qui roule au colza, précise-t-il. Autobus baptisé Air Force One, en référence bien sûr à l'avion du président des États-Unis. Autre vedette malgré lui de cette rentrée politique, Dominique Rimbourg, nouveau député socialiste de Loire-Atlantique. Il remplace Jacques Floch, nommé secrétaire d'État récemment. Dominique Rimbourg est tout simplement le fils de quelqu'un de célèbre. Laurent Hakim, François-Xavier Guiton. C'est le fils de Bourville. Le fils de Bourville. Ah, le fils de Bourville. Ah, ben, en effet, oui, on va avoir des gens célèbres là. Encore quasi inconnu, Dominique Rimbourg est pourtant très attendu. À Rezé-les-Nantes, le quartier de son tuteur politique Jacques Floch, Bourville Junior est lui aussi voué à la célébrité. Pour le rencontrer, c'est un jeu d'enfant. Ce brillant avocat pénaliste est inscrit au barreau de Nantes. Et dans la rue, il est facile à repérer puisqu'il circule. La bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois.
Avocat depuis 22 ans, en politique depuis 12 ans, il a toujours été discret sur sa filiation avec le célèbre comédien. À la mairie de Nantes, il s'occupe de dossiers sérieux comme la sécurité. Et si sa ressemblance avec son père n'est pas frappante, le nom de Bourvil lui colle à la peau. Je ne peux pas faire 3 mètres en vélo sans qu'on chante à bicyclette. Si je vais dans une gendarmerie, j'aurai le droit à la tactique du gendarme. Et donc, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas, mais c'est comme ça. Sa traversée de Paris à lui, ce sera bientôt vers le Palais Bourbon. Le nouveau député socialiste est donc soulagé d'avoir passé l'épreuve médiatique. Oui. L'actualité à l'étranger en Macédoine, l'opération Moisson essentielle va redémarrer. Le Parlement macédonien a adopté aujourd'hui les réformes institutionnelles prévues par l'accord de paix. La récolte des armes par les soldats occidentaux pourrait reprendre dès demain. Le procès qui ramène l'Égypte des années en arrière, l'homosexualité criminalisée. 52 personnes sont jugées en ce moment et détenues dans des conditions très dures. Reportage impressionnant sur place. Vincent Nguyen, Éric Delagneau. Comme des animaux. Enchaînés, pieds nus, les 52 accusés passeront la journée en cage au tribunal, étonnamment livrés aux objectifs de la presse. Il n'y a guère que l'appel pour nous rappeler qu'ils ont des noms, qu'ils sont des hommes. Leur crime supposé, être homosexuel et mépriser la religion, faire partie d'un groupe sataniste dédié à la débauche. Le procureur dit qu'il a obtenu des preuves et des aveux, sous la torture, précise l'accusé numéro 3. On était forcés à signer. On était forcés à dire que nous sommes des homosexuels. On était forcés à dire n'importe quoi. Ce qui est écrit, tu dois le remplir. Ils se cachent. Qu'ils soient gays ou supposés est une véritable honte pour eux et leurs familles. D'ailleurs, tous nient être homosexuels. Ce n'est pas explicitement interdit par la loi égyptienne. Mais l'État applique la charia, la loi islamique, et s'estime menacé par ces pratiques. Si l'homosexualité est permise en Égypte, elle va se répandre et représenter un danger pour notre société. C'est pour cela que ce cas est jugé par la Haute Cour de sûreté de l'État. Interruption de séance. Les familles à qui on a interdit l'accès du tribunal entrent et se jettent sur les détenus pour prendre des nouvelles. Ça fait 4 mois qu'ils sont enfermés. Ils sont à bout. Ils nous ont fait passer un examen médical. C'était horrible, inhumain. À votre avis, comment ils ont vérifié si on a eu des rapports homosexuels? En regardant dans notre derrière. Ils n'ont rien, pas une preuve. Et nous, ça fait 4 mois qu'on croupit dans ces conditions de merde. Lui ne se cache pas et se défend, en précisant qu'il aime le président Moubarak, en citant le Coran. On l'accuse d'être le meneur du groupe, bien qu'il n'en connaisse que 3 sur 52. Sa tante est dans la salle et crie au scandale. L'homme est depuis le début la proie de la presse égyptienne qui a publié son nom, son adresse et des photos truquées. Le prétendu chef sataniste est ainsi présenté en soldat israélien. Je n'arrive pas à croire ce qui arrive ici en Égypte. Je n'arrive pas à croire comment ça se passe. Un scandale pareil. Pour les opposants, les raisons de ce procès très médiatisé sont claires. Ou le gouvernement tente de détourner l'opinion de ses préoccupations économiques, ou il tente de damer le pion aux islamistes en jouant sur leur propre terrain, la morale. Nouvelle action ciblée de l'armée israélienne. 2 responsables du Fatah de Yasser Arafat ont été tués par un missile dans la ville de Tulkarem, ici en Cisjordanie. Les conclusions de l'enquête sur l'incendie du funiculaire autrichien à Kaproun, c'était en novembre dernier. 155 personnes avaient péri. C'est un radiateur défectueux qui aurait mis le feu à de l'huile de frein. Science et environnement maintenant avec ce SOS Mérou. Le poisson est en voie de disparition dans les eaux françaises. À la réserve de Banyuls, dans les Pyrénées-Orientales, les chercheurs sont aux petits soins. Karine Komadzi, Denis Pardano. Dans un décor de cartes postales au large de la Côte Vermeille, cette équipe de scientifiques se prépare pour une mission délicate, recenser et mesurer les mérous. L'étude est moins insolite qu'elle en a l'air, car le mérou, excellent indicateur du milieu marin, a bien failli totalement disparaître de nos côtes. Ce gros poisson débonnaire est également un trophée recherché pour l'excellence de sa chair. À tel point qu'un moratoire a dû être mis en place il y a 10 ans pour interdire la chasse sous-marine. Il était temps. Qu'est-ce que ça a donné alors? Il y en avait? On a vu 4 là. 4. Petits, moyens, gros? 2 gros et 2 plus petits, ouais. Pour 20 mérous dans la réserve, on en compte un dans les zones non surveillées.
Les résultats de la réserve sont encourageants, mais rien n'est acquis pour le renouvellement de l'espèce. Car le mérou n'atteint sa maturité sexuelle qu'à l'âge de 5 ans. Il devient femelle, puis mâle, à 12 ans. Un processus long qui nécessite une protection. Si on refait l'opération dans 3 ans ou dans 5 ans, c'est ce qui se passe à Porquerolles par exemple, eh bien, comment évolue la population? Est-ce qu'elle régresse? Est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'elle rajeunit? Est-ce qu'elle vieillit? C'est ça qui est précieux. Après le moratoire interdisant la chasse sous-marine, les chercheurs voudraient faire classer le mérou dans les espèces protégées, afin que ces plongées de rêve dans la réserve de Banyuls n'appartiennent pas au passé. Sport, on commence avec du football et ce but spectaculaire hier soir lors du match France-Espagne Espoir, première titularisation et premier exploit pour Djibril Cissé, l'homme en forme de ce début de saison à Auxerre. La France gagne 3-0, termine première de son groupe. Elle est qualifiée pour les 8e de finale des championnats d'Europe. De gros soucis toujours en revanche pour le Brésil, battu hier en Argentine 2-1 en match de qualification pour la Coupe du Monde. Le Brésil est en position difficile, ce serait la première fois que les Verts et Or n'assisteraient pas à une phase finale de Coupe du Monde. On n'en est pas encore là. Fin de cette édition, à suivre la météo, Patrice Drevet, envoyé spécial donc à 21 h, Campus, Guillaume Durand avec Michel Houellebecq ensuite, minuit 40, Laurence Piquet, et tout de suite, question ouverte donc avec Laurent Fabius. Une dernière surprise pour lui et pour vous, pour la première fois et en exclusivité, les pièces euros, celles que vous aurez dans la poche à partir du 1er janvier, mais on va peut-être les découvrir, mais ce kit euro sera disponible dès la mi-décembre pour une valeur de 100 francs. À lundi 20 h.